Imaginez un seul instant que l'homme que vous aimez, votre mari, vous remette les papiers du divorce le jour de votre remise de diplôme. Comment vous sentiriez-vous? C'est exactement ce qu'il a fait. Il lui a tendu les documents officiels devant une foule de témoins, le jour qui aurait dû être le plus beau de sa vie, le transformant en un cauchemar éveillé. Les caméras, déjà en place pour immortaliser la célébration, tournaient et capturaient sa chute. Sa belle-mère avait méticuleusement planifié cette humiliation depuis des mois. La nouvelle femme de son mari, vêtue d'un blanc immaculé, ressemblait à une mariée assistant aux funérailles d'une autre. La famille applaudissait. Des inconnus chuchotaient, leur regard un mélange de pitié et de curiosité morbide. Manon se tenait là, tremblante, serrant ses papiers infâmes devant une assemblée qui la regardait se briser en 1000 morceaux. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni son mari, ni sa mère, ni la femme destinée à la remplacer, c'était que son téléphone vibrait sans discontinuer dans la poche de sa toge depuis 10 longues minutes. 10 appels manqués, 3 messages urgents, tous provenant du même numéro. Elle baissa les yeux sur l'écran et ses mains cessèrent instantanément de trembler, car ce qu'elle y vit changea absolument tout. Il pensait l'avoir anéanti le jour le plus important de sa vie. Il n'avait pas la moindre idée qu'il venait de commettre la plus grande erreur de la leur. Ce qui se produisit au cours des 8 minutes suivantes ne se contenta pas de les humilier, cela mit un terme définitif à leur règne. Et tout commença au moment précis où son nom résonna dans les haut-parleurs de l'amphithéâtre. Manon avait su, dès l'instant où elle avait franchi le portail de la propriété en Touraine, qu'elle n'entrait pas dans un foyer. Elle pénétrait dans une salle d'audience où le verdict avait déjà été rendu, scellé bien avant son arrivée. Elle portait ses livres sous un bras et ses rêves blottis au fond de son cœur, naïvement persuadée que l'amour et l'effort pouvaient conquérir n'importe quelle famille. Elle avait tort. Le premier dîner fut la révélation brutale de son erreur. Monique, la matriarche, trônait en bout de table, telle une reine présidant sa cour. Ses yeux, vifs et calculateurs, balayaient la robe modeste de Manon et la pile de manuels qu'elle avait posée sur une console à l'entrée. Sous la table, Léo serra la main de Manon, un geste qui se voulait rassurant. Mais dès que sa mère prit la parole, sa poigne se relâcha. Alors, Manon, commença Monique, sa voix douce comme un poison sucré, Léo me dit que vous êtes toujours à l'université. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Manon esquissa un sourire, s'efforçant d'ignorer le sous-entendu cinglant de la question. Je termine l'année prochaine. J'étudie les biotechnologies et le commerce international. Le sourire de Monique n'atteignit pas ses yeux. C'est assez ambitieux. Mais dites-moi, qui s'occupera de mon fils pendant que vous serez enseveli sous les livres? Les autres membres de la famille présents à table laissèrent échapper de petits rires étouffés, et Manon sentit le rouge lui monter aux joues. Je parviens à gérer les deux. Je me lève tôt, je suis très organisé. Léo et moi nous soutenons mutuellement. Monique sirota lentement son verre de vin, puis le reposa avec un tintement délibéré. Le soutien est une chose. Les priorités en sont une autre. La place d'une épouse est aux côtés de son mari, pas dans une salle de classe à rivaliser avec les hommes. Léo ne dit rien. Il coupa un morceau de son bœuf bourguignon et mastiqua lentement, évitant soigneusement le regard de Manon. Ce silence fut plus éloquent que n'importe quel discours. À partir de ce soir-là, Monique se fit une mission de rappeler constamment à Manon qu'elle n'avait pas sa place. Cela commença par de petites cruautés. Des commentaires sur la façon dont Manon s'habillait, parlait, ou gérait son temps. L'éducation, c'est bien pour les filles qui n'ont rien d'autre à offrir, déclarait Monique lors des réunions de famille, assez fort pour que tout le monde entende. Mais une femme avec trop d'ambition oublie comment être une femme. Manon tentait de répondre avec grâce. Elle aidait en cuisine même quand on ne le lui demandait pas. Elle achetait des cadeaux attentionnés pour les anniversaires. Elle apprit les recettes familiales et assista à chaque événement avec un sourire, espérant que sa gentillesse ferait fondre la glace. Mais Monique ne voulait pas de gentillesse. Elle voulait la soumission. Et comme Manon refusait de se laisser diminuer, le ressentiment de Monique se mua en quelque chose de bien plus sombre. Un soir, Manon rentra tard d'un groupe d'études et trouva Léo qui l'attendait dans le salon, le visage crispé par la frustration. « Où étais-tu » demanda-t-il, son ton plus tranchant que jamais. « Je te l'ai dit ce matin, groupe d'études pour la soutenance de ma thèse. C'est la semaine prochaine. » Il se leva, arpentant la pièce. « Tu es toujours en train d'étudier, toujours parti.
Ma mère a dit que tu avais manqué son appel aujourd'hui. Manon fronça les sourcils. Je n'ai vu aucun appel manqué. Peut-être parce que tu es trop occupé à essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne se soucient pas de toi. Les mots la frappèrent comme une gifle. Manon le dévisagea, cherchant l'homme qu'elle avait épousé, mais il détourna le regard. Léo, qu'est-ce qui nous arrive? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il attrapa sa veste et partit, laissant Manon seule dans cette maison de campagne qui semblait plus froide de jour en jour. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. Monique ne se contentait pas de semer le doute. Elle construisait un mur entre eux, brique par brique, et Léo la laissait faire. Le pire n'était pas la cruauté. C'était de voir l'homme qu'elle aimait devenir un étranger, modelé par les mains de sa mère comme de l'argile. La stratégie de Monique était chirurgicale. Elle n'attaquait jamais Manon directement devant Léo. Elle plantait des graines et les laissait germer. Elle est tellement concentrée sur sa carrière, j'ai peur qu'elle ne te dépasse, murmurait-elle à son fils lors de leur déjeuner privé. Une femme comme ça ne restera pas. Elle te laissera derrière. Et Léo, désespéré d'obtenir l'approbation de sa mère, commença à y croire. Il cessa de s'intéresser au projet de Manon, de célébrer ses petites victoires. Quand elle lui parla avec enthousiasme d'une percée dans ses recherches, il haussa les épaules et dit « C'est bien », avant de se replonger dans son téléphone. Les autres membres de la famille suivirent l'exemple de Monique. Lors des événements familiaux, ils saluaient Manon avec des sourires crispés et des départs précipités. Les conversations s'arrêtaient net dès qu'elle entrait dans une pièce. Les invitations arrivaient en retard, ou pas du tout. Et malgré tout, Manon continuait. Elle se levait à 5 heures du matin, suivait ses cours, travaillait sur sa thèse, rentrait préparer le dîner, puis étudiait jusqu'à minuit. Elle croyait que si elle continuait à faire ses preuves, il finirait par la voir. Mais il ne voulait pas la voir. Il voulait qu'elle disparaisse. Une nuit, après un autre dîner silencieux où Léo l'avait à peine regardé, Manon s'assit seule dans leur chambre et s'autorisa à pleurer. Mais même au milieu de ses larmes, quelque chose en elle refusait de se briser. Elle essuya son visage, ouvrit son ordinateur portable et continua à travailler sur le projet qui allait tout changer. Un projet si confidentiel, si massif que même Léo n'en connaissait pas l'existence. C'était une négociation qu'elle menait depuis des mois, un accord qui pourrait transformer des industries entières. Et tandis qu'elle tapait sa dernière proposition aux investisseurs internationaux, elle se fit une promesse. S'ils voulaient la voir comme un rien, elle les laisserait faire. Jusqu'au moment où elle deviendrait tout. Ce que Monique ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que Manon était déjà devenue la seule chose qu'il craignait le plus, puissante. Et elle ne faisait que commencer. Chaque réussite devenait une preuve à charge contre elle. Chaque nuit passée à étudier se transformait en accusation. Le matin où elle dut partir tôt pour une présentation majeure à l'université fut un tournant. Elle était réveillée depuis 4 heures du matin, répétant son argumentaire devant un panel d'investisseurs internationaux qui envisageaient de financer ses recherches pour un projet multinational. Elle prépara le petit déjeuner pour Léo, le laissa couvert sur la table avec un mot et l'embrassa sur le front avant de s'éclipser. À midi, son téléphone explosa de messages. Monique avait organisé un brunch familial et Manon n'était pas là. Où es-tu? Le texto de Léo était froid et sec. Je t'ai prévenu la semaine dernière. Présentation aujourd'hui. C'est important. Tout est important pour toi, sauf cette famille. Quand elle rentra ce soir-là, épuisée mais fière car le panel avait approuvé sa proposition, elle trouva Léo et sa mère qui l'attendaient dans le salon, tel un tribunal. Tu nous as embarrassés aujourd'hui, dit Monique, la voix dégoulinante d'accusation. Toute la famille se demandait où tu étais. Manon posa lentement son sac. J'avais prévenu Léo de cette présentation il y a des semaines. Ce projet pourrait changer nos vies. Monique eut un rire sec et amer. Changer ta vie. Tu essaies de t'élever au-dessus de nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'es-tu jamais là? L'interrompit Léo, la voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais entendue. Pourquoi y a-t-il toujours autre chose? Manon se tourna vers lui, le cœur se brisant en temps réel. Parce que je construis quelque chose pour nous, pour notre avenir. Il détourna le regard, la mâchoire crispée. Tout ce que je vois, c'est une femme qui n'est jamais à la maison. Monique s'approcha,
son sourire cruel et victorieux. Une femme qui néglige son mari le perdra. C'est comme ça. À partir de ce jour, Monique sabota chaque pas de Manon. Quand l'université envoya un email urgent concernant une bourse, Monique l'intercepta et le supprima. Quand un professeur appela pour féliciter Manon de la publication de ses recherches, Monique répondit et dit que Manon n'était plus intéressée. Manon ne voyait que les résultats, des opportunités manquées, des professeurs confus, un stress grandissant. Et pendant tout ce temps, Monique murmurait à l'oreille de Léo. Elle change. Elle pense qu'elle est meilleure que nous maintenant. Elle va te quitter, Léo. Retiens bien mes mots. Un soir, Manon rentra avec une nouvelle qu'elle ne pouvait contenir. Elle avait été choisie pour diriger les négociations précontractuelles d'un projet de biotechnologie de 800 millions de dollars. C'était l'aboutissement d'années de travail. Elle trouva Léo dans la chambre. Léo, j'ai été sélectionné pour un projet majeur. C'est international. C'est énorme. Si ça se concrétise, ça changera tout pour nous. Il ne leva pas les yeux de son téléphone. Un autre projet. Celui-ci est différent. Il se tourna enfin vers elle, mais ses yeux étaient vides. Et moi, Manon? Quelle est ma place dans tes plans? Tu es tout pour moi. C'est pour nous. Non, dit-il en se levant. C'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Ce n'est pas juste. Il eut un rire amer. Juste? Tu n'es jamais là. Tu me donnes l'impression que je ne suis pas assez bien. Ma mère avait raison sur toi. Les mots la frappèrent de plein fouet. Elle resta figée tandis qu'il sortait de la pièce, la laissant seule avec le poids d'une vérité qu'elle niait depuis des mois. Monique avait gagné. Manon s'enferma dans la salle de bain et laissa les larmes couler. Elle se regarda dans le miroir, épuisée, le cœur brisé, mais toujours debout. Elle pensa à tout abandonner. Mais ensuite, elle pensa à toutes les femmes qui avaient dû éteindre leur lumière pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Et quelque chose en elle se durcit en une résolution de fer. Elle ne pouvait pas arrêter maintenant. Elle essuya son visage, redressa les épaules et prit une décision. Elle garderait le projet secret. Elle le protégerait comme une flamme dans la tempête. Le succès n'était pas un péché. C'était une arme. Et elle était sur le point de s'armer jusqu'aux dents. La guerre de Monique contre Manon ne fut pas une explosion de fureur, mais une lente et minutieuse administration de poison. Son arme n'était pas la violence, mais les chuchotements, et elle les dirigeait droit au cœur de son fils. Cela se passait durant leurs déjeuners dominicaux privés, une tradition que Monique maintenait avec Léo pendant que Manon était au laboratoire de recherche. « Tu as l'air fatigué, mon chéri, disait-elle, la voix douce d'une fausse sollicitude. Tout va bien à la maison? Léo soupirait. Manon est juste très occupée. Occupée, répétait Monique, laissant le mot en suspens. Est-ce que c'est ça, le mariage? Une personne toujours trop occupée pour l'autre? Les chuchotements se poursuivirent semaine après semaine. Et cela fonctionna. Léo se mit à regarder Manon avec suspicion. Pendant ce temps, Monique préparait sa remplaçante. Chloé était la fille d'une famille que Monique courtisait depuis des années, riche, connectée et parfaitement contente d'être décorative plutôt que déterminée. Monique invita Chloé aux réunions de famille. C'est une fille si douce, disait-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Orientée vers la famille, respectueuse, elle connaît sa place. Chloé jouait son rôle à la perfection. Elle interrogeait Léo sur son travail, riait à ses blagues, complimentait la cuisine de sa mère. Lors d'un dîner de famille 3 mois avant la remise des diplômes, Manon arriva en retard d'une réunion cruciale. Elle entra dans la salle à manger et trouva Chloé assise à la place qui était autrefois la sienne, à côté de Léo. « Désolé pour le retard, dit Manon. Monique sourit sans chaleur. « Nous avons commencé sans toi. Chloé a eu la gentillesse de se joindre à nous. » Manon trouva une chaise à l'extrémité de la table. Elle essaya de croiser le regard de Léo, mais il écoutait Chloé, captivé. Après le dîner, Manon tenta de parler à Léo en privé. « On peut parler? » « De quoi? » Sa voix était plate, distante. « De nous. De ce qui se passe. » Il se tourna vers elle. « Ce qui se passe, c'est que tu n'es jamais là.
Ce qui se passe, c'est que je ne reconnais même plus ma propre femme. Léo, je travaille pour quelque chose qui profitera à nous deux. Arrête, l'interrompit-il, la voix s'élevant. Arrête de parler du futur comme s'il m'incluait. Tu es déjà passé à autre chose, Manon. Tu n'es juste pas encore parti. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Vraiment? Parce que l'amour, ce ne sont pas que des mots. C'est une présence. Une priorité. Et je ne suis plus la tienne depuis longtemps. Ta mère te monte contre moi. Tu ne le vois pas? Son visage devint glacial. Ne parle pas de ma mère. Elle te manipule, Léo. Il se détourna. Sors. Elle quitta la pièce, le cœur en miettes. Les semaines suivantes furent un compte à rebours vers le désastre. Léo se mit à rentrer tard, sentant un parfum qui n'était pas celui de Manon. Les proches chuchotaient plus fort, leurs sourires plus acérés. Monique orchestrait tout avec la précision d'un général planifiant la bataille finale. Elle organisa des dîners privés entre Léo et Chloé. Elle consulta des avocats. Elle ne cherchait pas seulement à écarter Manon. Elle voulait l'effacer complètement. Et elle avait choisi le jour de la remise des diplômes comme scène de la destruction de Manon. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Manon s'était préparée aussi. Non pas pour la guerre, mais pour la liberté. Et l'arme qu'elle portait était bien plus puissante que leur haine. C'était sa vérité, et elle était sur le point de détonner. Le jour de la remise des diplômes arriva avec un ciel si clair qu'il semblait irréel. Manon s'habilla avec soin dans sa toge de diplômée, le tissu neuf et impeccable. Mais lorsqu'elle descendit les escaliers, elle entra dans ce qui ressemblait à un cauchemar déguisé en célébration. Le salon était bondé. Toute la famille de Léo, des parents éloignés, et des visages inconnus. Ils tenaient des flûtes de champagne, des appareils photo prêts. Puis elle vit Chloé. Elle se tenait à côté de Léo, vêtue d'une robe blanche à l'allure nuptiale, son sourire acéré et victorieux. Léo se tenait droit, le visage impassible, tandis que Monique se positionnait au centre de la pièce. Le silence se fit lorsque Manon atteignit la dernière marche. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Manon. Monique s'avança, son sourire poli et vénéneux. « Bonjour, Manon. Nous t'attendions. Pourquoi faire ? Je dois bientôt partir. La cérémonie commence dans 1 heure. Oh, tu y arriveras, dit Monique doucement. Mais d'abord, nous avons quelque chose d'important à régler. Les yeux de Manon cherchèrent Léo, mais il détourna le regard. Monique répondit à sa place. Aujourd'hui, nous corrigeons une erreur. Manon sentit le sol se dérober. Quelle erreur ? Le sourire de Monique s'élargit. Toi. La pièce bruissa de murmures. Les appareils photo cliquetèrent. Monique continua, sa voix forte et théâtrale. Léo a décidé de demander le divorce. Aujourd'hui, maintenant. Et Chloé prendra ta place, dans cette famille et à ta cérémonie. Manon suffoquait. Elle regarda Léo, les yeux suppliants. Léo, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il croisa enfin son regard, et ce qu'elle y vit brisa quelque chose en elle. Il n'y avait ni amour, ni regret, seulement une froide résignation. C'est vrai, dit-il calmement. Je veux le divorce. Aujourd'hui ? Le jour de ma remise de diplôme ? Tu as fait ton choix il y a longtemps, dit-il, son ton répété. Tu as choisi ta carrière plutôt que moi. J'officialise juste les choses. Chloé s'avança, passant son bras sous celui de Léo. Je suis désolé que ça se passe comme ça, Manon. Mais certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être des épouses. Monique tendit un dossier à Manon. Les papiers du divorce, déjà signés par Léo. Tu n'as qu'à signer, dit Monique. Manon fixa les documents, l'esprit en ébullition. C'était planifié. Chaque détail. Il voulait la détruire publiquement. Sans un mot, elle se dirigea vers la table, prit un stylo et signa les papiers. Le silence se fit dans la pièce, tous choqués par sa docilité. Manon posa le stylo, redressa les épaules et regarda Monique droit dans les yeux. « Tu as gagné, dit-elle doucement. Félicitations. » Puis elle se tourna et se dirigea vers la porte.
Où crois-tu aller? Cria Monique. Manon s'arrêta. À ma remise de diplôme. Vous vouliez que je parte. C'est fait. Oh non, dit Monique, la voix cruelle. Tu n'iras pas seul. Nous venons tous, en famille. Le plan devint clair. Il ne s'agissait pas seulement de divorcer. Il s'agissait de parader publiquement avec sa remplaçante, de s'assurer que tout le monde à la cérémonie sache qu'elle avait été rejetée. Il voulait l'humilier devant toute la communauté universitaire. La famille monta dans des voitures de luxe, forçant Manon à rouler seule, les suivant comme une prisonnière menée à son exécution. Elle s'assit à l'arrière, le regard perdu. Chaque partie d'elle voulait fuir, mais quelque chose de plus profond la maintenait en mouvement. Elle pensa à l'accord de 800 millions de dollars qui l'attendait. Elle pensa aux années d'endurance silencieuse. Elle prit une décision. Elle ne fuirait pas. Elle ne se cacherait pas. Elle entrerait dans cette cérémonie la tête haute. Lorsqu'ils arrivèrent sur le campus, la cérémonie était déjà pleine. Manon passa seule devant ses camarades, suivie par ce cortège funèbre. Ils la forcèrent à s'asseoir à l'arrière tandis que Chloé prenait la place réservée à la famille, juste à côté de Léo au premier rang. Monique s'assura que tout le monde à proximité sache ce qui se passait, chuchotant assez fort pour être entendu. Les gens la dévisageaient, les chuchotements se propageaient, et Manon s'assit seule, les mains jointes, le cœur battant, attendant. Alors que les Harlon se congratulaient de l'avoir détruite, Manon portait quelque chose cousu dans la doublure de sa toche que personne ne connaissait. Des documents qui représentaient la plus grande réussite de sa carrière universitaire. Le contrat de 800 millions de dollars n'était pas un rêve. Il était réel, contraignant, et à quelques minutes de sa confirmation finale. Depuis 6 mois, Manon menait des négociations avec un consortium international d'investisseurs, de scientifiques et de responsables gouvernementaux de 4 pays. Le projet était révolutionnaire, une initiative d'accessibilité médicale qui apporterait des traitements vitaux à des régions mal desservies. Et elle avait tout fait en silence. L'accord de confidentialité était en béton. Elle ne pouvait en parler à personne. Les investisseurs exigeaient une discrétion absolue jusqu'à l'annonce publique, prévue pour aujourd'hui, pendant la cérémonie, où elle serait appelée sur scène, non pas comme une simple diplômée, mais comme l'architecte principal d'un projet historique. Elle s'assit à l'arrière de l'amphithéâtre, isolée, tandis que Chloé riait trop fort au premier rang et que Monique distillait son poison. Le téléphone de Manon vibra. Un message codé du docteur Jean-Luc Dubois, l'investisseur principal. Vérification de statut. 15 minutes avant l'annonce. Confirmez que vous êtes prête. Ses doigts tremblèrent en tapant. Confirmé. Prête. Un autre message arriva. Le monde vous regarde, Manon. Vous l'avez mérité. La cérémonie commença. Les diplômés défilaient. Puis son téléphone vibra de nouveau. Un appel. Le docteur Dubois. Elle sortit dans un couloir latéral. Manon, nous passons en direct dans 3 minutes. Le conseil a donné son approbation finale. Nous l'annonçons aujourd'hui et nous voulons que vous soyez en vidéo lorsque nous le ferons. Sa voix était un murmure. En vidéo? Maintenant? Oui. Nous diffusons l'annonce mondialement. C'est historique. Elle regarda vers l'amphithéâtre, vers ceux qui venaient de détruire sa vie. Et quelque chose en elle bascula. Oui, dit-elle, la voix plus forte. Je peux le faire. Bien. On vous rappelle dans 2 minutes. Soyez prête. La ligne se coupa. Elle retourna dans l'amphithéâtre, les pas délibérés, le dos droit. Elle ne s'assit pas, mais se positionna près de la scène. Son téléphone vibra. Un lien vers un appel vidéo privé. Elle l'ouvrit et son écran se remplit des visages du docteur Dubois et de 4 autres membres du conseil. Manon, dit le docteur Dubois, nous sommes sur le point de passer en direct. Êtes-vous prête à être présentée comme la stratège principale de l'initiative de santé mondiale Harlon Dubois? Elle se figea. L'initiative Harlon Dubois? Il sourit. Nous l'avons nommée d'après vous. Votre vision a construit cela. Je suis prête. Bien. Restez en ligne. Annonce dans 60 secondes. Soudain, l'écran géant à l'avant de l'amphithéâtre scintilla.
Le doyen s'interrompit, confus, alors que l'écran passait du logo de l'université à une diffusion en direct de la conférence de presse du consortium. La voix du docteur Dubois retentit. Bonjour. Je suis le docteur Jean-Luc Dubois, et au nom de l'initiative de santé mondiale Arlon-Dubois, j'ai l'honneur d'annoncer la conclusion des négociations pour un partenariat international de biotechnologie de 800 millions de dollars. Des halètements parcoururent la foule. Le docteur Dubois continua, ce projet a été rendu possible par le leadership brillant d'une seule personne, une jeune femme dont la vision stratégique, l'excellence en recherche et le dévouement inlassable ont rassemblé gouvernements, scientifiques et investisseurs du monde entier. La caméra zooma et soudain, la photo de Manon apparut à l'écran. Son nom en gras, Manon Arland, stratège principal. L'amphithéâtre murmura. Au premier rang, le visage de Léo était exsangue. Le sourire de Chloé s'évanouit. Monique agrippa la coudoir si fort que ses jointures blanchirent. La voix du docteur Dubois reprit, Manon Arland nous rejoint en direct de sa cérémonie de remise de diplôme. Manon, félicitations. Le monde est fier de vous. La caméra passa en direct et le visage de Manon apparut sur l'écran géant, en temps réel, debout dans l'allée latérale de l'amphithéâtre, téléphone à la main. Toute la salle haleta. Chaque tête se tourna vers elle. Sa voix résonna dans les haut-parleurs, calme et claire. Merci, docteur Dubois. C'est un honneur de faire partie de quelque chose qui changera des vies. Les applaudissements commencèrent lentement, puis se transformèrent en un rugissement. Les étudiants se levèrent. Les professeurs se levèrent. Des inconnus se levèrent et applaudirent. Au premier rang, Léo était assis, figé, le visage pâle, la main tremblante. Chloé se recroquevilla sur son siège, soudainement insignifiante. Monique fixait l'écran comme si elle voyait un fantôme s'élever de la tombe qu'elle venait de creuser. Manon mit fin à l'appel, glissa son téléphone dans sa poche et se dirigea vers la scène. Le doyen, toujours abasourdi, lui tendit la main et l'invita à monter. Elle gravit les marches lentement, délibérément, chaque regard de l'amphithéâtre fixé sur elle. Et lorsqu'elle atteignit le pupitre, elle regarda la mère de visage et vit le moment exact où les Arlon réalisèrent qu'ils avaient commis la pire erreur de leur vie. Manon se tenait au pupitre, un millier de regards fixés sur elle. Le silence était absolu. Son regard balaya la foule, puis se posa, presque malgré elle, sur la section où les Arlon étaient assis, figés. Monique avait le visage livide. Chloé se couvrait la bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. Léo fixait l'écran au-dessus d'elle, comme si le nom qui y était inscrit était la seule chose tangible dans son monde qui s'effondrait. Manon prit une profonde inspiration et sa voix, claire et ferme, emplit l'amphithéâtre. Merci, docteur Dubois, et merci à tous. Ce moment est surréaliste, non seulement pour ce que ce partenariat représente, mais pour le chemin parcouru pour y arriver. Ces 6 derniers mois, j'ai travaillé en secret. Je ne pouvais en parler à personne, pas même à ma famille. Porteur ce secret signifiait en porter seul le poids. Chaque nuit blanche, chaque événement manqué, c'était parce que je construisais quelque chose de plus grand que moi. Sa voix se brisa légèrement. Les gens vous jugeront pour vos choix quand ils ne connaissent pas toute l'histoire. Ils vous traiteront d'égoïste alors que vous vous sacrifiez. Ils diront que vous avez changé alors que vous êtes en train de grandir. Et ils essaieront de vous rabaisser au moment où vous devenez tout ce que vous étiez destiné à être. Ses yeux croisèrent ceux des Arlon un bref instant. Elle poursuivit, sa voix plus forte. Ce projet de 800 millions de dollars sauvera des vies. Il prouvera que lorsqu'on investit dans des personnes que les autres ignorent, on ne change pas une seule vie. On change le monde. Les applaudissements commencèrent, mais elle leva une main. Mais voici ce que je veux que chacun comprenne. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui croient en vous. Elle est déterminée par ce que vous construisez quand personne ne regarde. Et quand ils essaient de vous abattre, et ils essaieront, vous vous relevez et laissez votre travail parler plus fort que leurs mots ne le pourront jamais. Les applaudissements éclatèrent comme un orage. La voix du docteur Dubois retentit à nouveau. Manon, le conseil a une dernière surprise. Nous aimerions que la signature finale du contrat se fasse maintenant, en direct. Manon hocha la tête, la gorge nouée. Un contrat numérique apparut sur l'écran. Elle sortit son téléphone, scanna un code QR et le document s'ouvrit. La ligne de signature était vide. Avant que vous ne signiez, dit le docteur Dubois,
je tiens à lire la reconnaissance officielle du Conseil. Manon Arland est par la présente reconnue comme stratège principal et architecte en chef de l'initiative de santé mondiale Arland-Dubois. Ce partenariat n'existerait pas sans elle. Ses yeux fixés sur la ligne de signature, son doigt plana au-dessus de l'écran. D'un mouvement fluide, elle signa « Manon Arland ». Le document clignota en vert. Des confettis virtuels explosèrent à l'écran. « C'est officiel !» annonça le docteur Dubois. L'amphithéâtre explosa. « Manon, une dernière chose, » dit le docteur Dubois. Le Conseil a approuvé une annonce supplémentaire. En tant que stratège principal, vous serez relocalisé à Genève, en Suisse, pour superviser la mise en œuvre de l'initiative. Votre poste est doté d'une autorité totale, d'une équipe mondiale et d'une rémunération de 12 millions de dollars par an. Le silence, puis un nouveau rugissement. 12 millions de dollars. Genève. Autorité totale. Manon retourna à sa place, hébétée. Dans la section du milieu, Monique se leva brusquement. « Nous partons » siffla TL. Léo ne bougea pas. « Non. Je dois voir ça. Je dois voir ce que j'ai perdu. » Monique se rassit, rigide de fureur, forcée d'assister au triomphe de celle qu'elle avait tenté de détruire. Manon, assise au premier rang, son avenir s'étendant devant elle, sentit enfin la liberté. Pure, inébranlable, durement gagnée. Alors que le doyen s'apprêtait à poursuivre, Manon se leva de nouveau et retourna au pupitre. La foule se tut. « Je sais que la cérémonie doit continuer », commença-t-elle, sa voix résonnant avec une nouvelle assurance. « Mais j'ai une dernière chose à dire. Ce matin, on m'a remis des papiers de divorce. Dans une cour juste à l'extérieur, devant des caméras, j'ai été publiquement humilié par des gens qui pensaient que ce jour était le moment parfait pour me détruire. Les têtes se tournèrent vers les Arland. Ils pensaient qu'en m'enlevant mon mariage, en paradant avec une remplaçante, ils pouvaient effacer tout ce que j'avais construit. Mais on ne peut pas détruire quelqu'un qui a appris à se reconstruire. On ne peut pas humilier quelqu'un qui connaît sa propre valeur. » Elle sortit de la poche de sa toge les papiers du divorce. Elle les brandit. Ces papiers devaient me briser. Mais je ne les signe pas. Non pas parce que je veux m'accrocher à quelque chose de mort, mais parce que je vais demander le divorce à mes propres conditions. La foule explosa. Lentement, délibérément, elle déchira les papiers en 2, puis en 4, jusqu'à ce que les morceaux flottent jusqu'au sol de la scène. Aux personnes qui tentent de vous rabaisser, dit-elle, son regard fixé sur Monique, rappelez-vous qu'elles ont peur de ce que vous devenez. Je n'étais jamais le problème. J'étais juste le miroir qui leur montrait leur propre petitesse. Mon succès est ma vengeance. Le doyen s'avança, les yeux brillants. Manon Arland, c'est un honneur absolu de vous remettre votre diplôme, summa cum laude, avec mention en biotechnologie et commerce international. Il lui tendit le diplôme. Alors, un à un, toute la promotion se leva et se mit à applaudir pour elle, scandant son nom. Manon. 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 Au milieu de la salle, Léo avait la tête entre les mains, les épaules secouées de sanglots. Chloé avait disparu. Monique se tenait là, figée, le visage un masque de dévastation. Après la cérémonie, sur la pelouse, Manon reçut un message du docteur Dubois. Votre vol pour Genève est réservé dans 3 semaines. Le monde vous attend, Manon. Bienvenue dans votre avenir. Elle leva les yeux et vit Léo, seul, qui la regardait de loin. Leurs regards se croisèrent. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Que pouvait-il dire? Manon soutint son regard 3 secondes, assez longtemps pour qu'il voie ce qu'il avait perdu, puis elle se tourna et s'éloigna, sans se retourner. Plus tard, dans le silence de la bibliothèque universitaire, elle ouvrit son ordinateur. Elle commença à rédiger l'email qui mettrait fin à son mariage, à ses conditions. L'objet était simple, aller de l'avant. Ce n'était pas une fin. C'était un commencement.